Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui sont avec nous à l'auditorium de l'Alliance française de Bangkok. Et bonjour à celles et ceux qui se trouvent en ligne depuis Facebook, que vous nous regardiez depuis une autre province de la Thaïlande ou que vous soyez vous-même en France actuellement. Cette conférence, qui est organisée dans le cadre du salon Vivre et travailler en Thaïlande, et l'occasion, nous le souhaitons tous, de vous faire partager toutes les informations utiles dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre soit d'une future installation en Thaïlande, soit dans le cadre des séjours réguliers que vous passez, ou même du fait que vous soyez installé ici depuis de nombreuses années et que peut-être vous n'aviez pas connaissance d'un certain nombre d'actions qui étaient organisées soit par la partie thaï pour promouvoir les échanges culturels entre la France et la Thaïlande, entre la Thaïlande et les autres pays, soit du côté de la France pour ce qui est fait dans ce domaine également. Cette deuxième table ronde s'intitule Éducation et culture et je voudrais à cet égard remercier les participants, Kuntayut qui vient de Thailand Foundation, qui va nous parler en fait du travail qui est réalisé par la Thai Foundation qui a pour objectif de créer des liens entre la culture thaïlandaise et d'autres cultures et qui au fond est un petit peu similaire à ce que fait l'Alliance française à travers le monde. Cette conférence, cette intervention sera en anglais, it will be in English. Dear Kuntayut, thank you so much for coming and being with us today. Nous avons également avec nous Monsieur Jean-Baptiste Chauvin, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Thaïlande, qui pourra nous parler du réseau de l'AEFE, de l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger, des écoles françaises, des nombreuses écoles françaises qui existent en Thaïlande et qui permettent aux ressortissants français, mais pas que, bien entendu, évidemment aux familles thaïlandaises, aux familles internationales, de scolariser leurs enfants. Donc ça sera l'occasion de voir un petit peu ce qui existe, mais aussi de voir l'action de l'ambassade de France dans le domaine de la diffusion de la culture française en Thaïlande. Et puis nous avons Madame Céline Njian-Fuchs, qui est la présidente de Bangkok Accueil. Bangkok Accueil, qui est une association qui rassemble en fait des Français installés en Thaïlande depuis peu ou depuis longtemps, et même des francophones, puisque vous avez aussi l'association est ouverte non seulement aux Français mais aux francophones. Et l'idée, c'est de partager les informations, les astuces, de la convivialité, des choses utiles aussi, pour que lorsqu'on arrive dans le pays, on puisse se sentir un peu moins perdu peut-être. Et à cet égard, l'action de Bangkok Accueil est vraiment très, très utile. Et enfin, je me présente, je suis Sylvain Banneau, je suis le directeur de l'Alliance française de Bangkok, où nous nous trouvons aujourd'hui. L'Alliance française dont je vous parlerai dans quelques instants, qui, pour rappel, est présente sur les 5 continents. C'est un réseau qui vise à promouvoir la langue française et la culture francophone. Et l'Alliance de Bangkok existe, figurez-vous, depuis 111 ans. Donc c'est une vieille alliance, mais le bâtiment dans lequel on se trouve est, lui, assez récent. Et je vous parlerai de son histoire un petit peu après. Sorry, Kuntayut, that I spoke so much in French, but that's a great pleasure to have you here with us today and feel comfortable to have, of course, this presentation in English and to introduce to us all what the Thailand Foundation is doing, not only in Thailand but around the world, to promote Thai culture and to create links between Thai the culture and other countries. First of all, bonjour, and thank you to Kun Sylvan and the Alliance for inviting us here today. So my name is Tayut. I'm a senior project officer at the Thailand Foundation. Our organization is basically like the Alliance or other organizations such as Goethe, we're trying to create more people-to-people connection between the people of Thailand and the people of the rest of the world. So there are many different ways we're approaching that, but a little bit more about us. We were created as a joint venture from both the private and public and also the education sectors in Thailand. So our board members include organizations such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Culture, as well as private sectors such as BGRIM and ThaiBev and all of that. So basically what we're trying to do is we're trying to help Thai people connect better with the people of the rest of the world, as well as help the people of the rest of the world connect better with Thai people. And
So you see over here, this is our logo. If you recognize it, is Wat Arun, and there's a little significance in that. We chose that as our symbol because in ancient time, when you were traveling to Thailand or Bangkok in specifically, if you have ever seen Wat Arun, the Paprang or the main stupa would have been the tallest structure one of the tallest structure in Bangkok. So people would use the Prapang as a navigation tool to traverse to Bangkok. And when you reach this site, you know that you're actually at the heart of Siam. So we decided to use this logo to represent who we are. We're trying to showcase our heart, the true heart of the Thai people to the world, and also let the Thai people know the heart of other people around the world as well. By that, we focus on two main missions, which is then divided into 4 sectors of work. The two main missions is first is to empower the Thai people to have tools to go out, make friends, make connections, understand with the people of the rest of the world. And the second part is to help the people of the world understand who the Thai people are. And that includes people living abroad and also the expat community here in Thailand. Regarding the characteristics of Thai people, I think the Thailand Foundation believes that we, as the Thai people, have a certain characteristic that I think is very unique, not unique, but very, very symbolic of us, of who we are. And that would be the value of respect, compassion, and openness. Respect as in, if you've ever met, of course, you've probably all met Thai people. We have this thing called Kwam Kharop, showing deep gratitude and respect for a lot of things, to elders, to Lord Buddha, the religion, and even spiritual powers. And you can see spirit houses everywhere in Bangkok and surrounding areas, right? The second part is compassion. The value of compassion is interwoven into our culture and our ways of living. We always perform merit-making ceremonies, what we call tambun, and that may include supporting the local monastery, supporting people in need, helping out others in special occasion, and that is a very integral part of Thai traditions and festivities and practices. Third part is openness. We believe that Thailand is quite open in many ways. You come to Thailand no matter what religion you are, no matter what race, whether your sexuality, even if you're a member of the LGBTQ plus community, we welcome everybody. And that has helped us to be a very important center of tourism. But it's not just beautiful beaches, beautiful temples, but the temperament of the Thai people who are open and welcoming to other people. So those are the characteristics that we believe that Thai people possess, and we try to help our Thai people recognize that and use that to go out and make friends and learn about other cultures, as well as try to convey that to foreigners to understand that this is who we are, and we are open to making new friendships, new connection with all of you. So then it comes down to our 4 sectors of work that we conduct to support these 2 goals. And the 4th sector of work would be the culture and heritage sector, the Thai studies and exchange program sector, the language course sector, and also the spiritual values sector. So let me walk through all the sectors. The first sector is culture and heritage. Like I said earlier, we believe we have 3 intrinsic characteristics of Thai people, and that shows into all aspects of our culture. What we are doing in this sector is we're currently creating a database of Thai culture, different aspects of Thai culture. And we work with our partners in the Ministry of Culture, with Queen Sirikit Museum of Textiles, and our network culture. What this database does is that
it collects all different aspects of Thai culture. So we have books, we have books, we have documentaries, we have articles, and it's all in English, so that the world can come and read about different facets that exist within what is the spectrum of Thai culture and heritage. We don't just focus on classical culture. Of course, we do classical culture because we believe we have many great classical cultures to show. So here, I would like to point to some of the examples we're showing here right now. So this would be the Khon dance, right? The mass dance is what you usually see when you come to Thailand and they put on a show. This would represent the classical aspects. But we also have content on things that are new as well. Over here, if you're not familiar, Thailand is now a very big exporter of boys' love series. So series centering around the relationship between male and male. So this is actually a part of an article series we put out tracking the history of how boys' love came to be in Thailand, how it developed from, as you can see, novels and comics into TV series, into movies, and has now expanded into community and culture. We also have the, shall I say, the quirky stuff of Thai culture as well. This is sakyan, or a yantra tattooing, which is a part of a spiritual practice. And of course, we have more spectrum on finer arts. So this would be metal work. We have content. We worked with Master Jakit Suksawat, who is an artist of mother of pearl inlay and Thai PBS. We made a document. We translated a documentary from Thai PBS on Master Jakit and spread that. It was so a lot of different spectrum on Thai culture can be found on our cultural database, and this is done to help people from around the world who are interested in Thai culture to understand not just the face value of, let's say, what is sakyan, what do you do with it, but also the deeper values, how it ties into the characteristics of the values of respect, compassion, and openness. So in a nutshell, that's our work in the culture section. The second sector is Thai Studies and Exchange Program. This is where we try to promote the actual people-to-people connection through different exchange programs, to different orientations and trainings. We also have scholarships we give out to foreign students interested in studying in Thailand. But for this session, I would really like to highlight one of our most active program underneath this sector, and that would be the Expatriate Orientation Program. So we host this program around twice a year, and it is a training program designed as a quick guide manual for expat living in Thailand. These include diplomatic corps, the business people in the education sector, and so on and so on. What we try to focus on these sessions is to help the expat community gain certain tools, certain knowledge that will make their time in Thailand more happy, more successful, and meaningful. So for example, we among many of our sessions in this program, we have sessions on understanding Thai values and how to talk to Thai people, how to make friends with Thai people, but also sectors such as lifestyle, finding lifestyle outside of work, finding recreational activities, and also sector on understanding areas outside of Bangkok. For example, in Chiang Mai, what is there to explore up in the north, what is there to explore down in the south, and also it even covers economic potential of Thailand, covers history to understand how we are today and where we came from. So a very holistic, quick start manual for all the expats. But unfortunately, our current EOP program has already been closed for registration, but
There will be one coming up, I think around the beginning of next year. So we'll host it twice a year. So any of you who are interested are invited to apply to our programs. Our speakers come from different sectors, but we are very, very proactive in selecting speakers who are renowned in their fields. So in the upcoming session, we'll have Mr. Richard Barrow. I'm sure many of you know Mr. Richard Barrow will be speaking on the nuances of Bangkok. We also have Senator Pisan Manawapat, who will be speaking on the Thai economy. And yeah, just to illustrate some of the few speakers we have. And past attendees include ambassadors as well as business person. And I think so far the feedback has been pretty good. We have some returning attendees as well, so I hope that's a good sign for us. And this is one I'm very proud of, the language course sector. So like the Alliance or Goethe, we have language courses offered to the public, but ours is a little bit different. We focus mainly on online courses, which we offer for free. And we do it in conjunction with universities, particularly Chulalongkorn, Mahasarakham, and Naresuan University. We created online language Thai course for different speakers around the world. So I think now of course we have one in French, we have one in English, and also in neighboring countries we have one in Burmese, we have one in Cambodian, we have one in Laotian, and many more. What we're trying to do here is to help people be able to learn Thai at their own convenience. And again, I'll touch this again. It's for free, so any of you who are interested can sign up today. And the courses, very flexible. You can learn it on your own pace. There's no time limit on it, and we also provide extra reading materials that go with it. And what I think is very interesting about this course is that particularly in recent years, we've seen interest in learning Thai language go up. Thai language itself actually has quite a big footprint, and partially is due to the workers from neighboring countries coming into Thailand. So you have workers coming in from Cambodia and Laos and Myanmar, and they communicate to each other in Thai. And therefore, we also have presence of Thai language uses in our neighboring country. But in recent years, it has spread it out because of, earlier I mentioned the boys love drama, and also other types of Thai popular media, such as horror movies, romantic movies. So now we have people interested in learning Thai, so they can watch Thai movie, they can create their own subtitles, and this goes as far as even in Latin America, where we have, through the Ministry of Foreign Affairs, we know that there are people who started interested in taking Thai courses. So right now we're focusing on doing online courses that could go to different parts of the world for interested participants. And yeah, that's in a nutshell our language course. And our last, but of course not least, sector is spiritual values and meditation. As you all know, Thailand is a Buddhist country. We have a culture and history that's very rooted in Buddhism, but we take a different approach than to say this is spreading Buddhism, right? We don't do it in terms of religion, but we believe that, especially in Thailand, there are spiritual values and certain practices that may arise from Buddhism, but not particularly tied to the religious aspect, that we think we can offer to the world as a solution to some of the issues that we're facing. So our logic is that nowadays life can be quite chaotic, right? And we consume a lot of content throughout the day. That's why we're trying to create certain content that uses these spiritual values and practices
to answer some itching questions that we may have. So as we're scrolling through hundreds of content today, let some of our content pop up about how to deal with anger issues, how to deal with burnouts, how to deal with depression, and so forth and so forth. Recently, we did a series with Prajan Ajalo, a Buddhist monk of the Thai forest tradition, but actually he is from the West, as you can see. We did a series called Buddhism 101. Like I said, this is not focused on the dogma and all of that. It's actually focused on our perspective of using Dhamma or Buddhist teaching to address issues such as dealing with anger, dealing with self-control, and all of that. So we try to create a space where people can put aside their grievances of the day and come and gain introspection into themselves. Another important thing that we're trying to do through this sector is provide resources on learning meditation and mindfulness. So we have resources on meditation centers in Thailand you can access. And of course, if you're abroad, you can access our content on meditation, our content on spiritual values, and so forth. So that is our foundation in a nutshell. This is a QR code of our website if any of you would like to check out our cultural database or spiritual values and meditation database. And that's it. I'm sorry, I might have gone a bit over time, but thank you. Thank you so much ขอบคุณมากนะครับคุณทยุทธ Senior Project Manager from the Thailand Foundation for sharing with us the aims and the activity of this foundation, which is, just like we said a little bit before, quite close to the Alliance Française. We'll come back to that in the sense that we're trying to create mutual exchange, cooperation, artistic, linguistic activities between France and Thailand, and that's of course one of the best ways to help people to get together more, whether it is by language of course, but it can also go with the movies, with the music, with the gastronomy, whatever it is. There is always a door that will at some point create between us and the country where we are, this special connection that we want in the future to share with our friends and family. So thank you so much again for this great presentation. Cher Jean-Baptiste Chauvin, monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle par intérim à l'ambassade de France en Thaïlande, je vous laisse le soin de nous présenter plus particulièrement le travail réalisé par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Tout à l'heure, on aura un rapide regard sur le travail d'une ambassade de France et particulièrement d'un consulat. Vous savez, dans une ambassade, on a plusieurs services. On a une chancellerie politique, on a un consulat, on a un service culturel, un service économique, etc. Et ces différents services ont différentes missions qui œuvrent non seulement pour les intérêts de la France, mais aussi pour créer, renforcer les liens entre le pays où est installée l'ambassade et la population et les ressortissants d'un côté et de l'autre. Cher Jean-Baptiste, je vous laisse la parole. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et tous. Thank you very much for your very inspiring presentation on Thai Foundation. I think it's very interesting for us as an example, and then maybe to develop links between the French Embassy and your foundation. Donc, bienvenue à tous, les nouveaux et les moins nouveaux. Alors, Sylvain a mentionné que j'étais ici par intérim. C'est un fait. Et c'est une belle chose. Je suis ici donc pour remplacer Ève Lubin, qui a été dans la salle il y a 2 minutes, mais qui est partie, qui est en congé maternité et qui, pour ceux qui êtes là depuis quelque temps, la connaissaient déjà, et les autres, vous apprendrez à la connaître quand elle reviendra, donc début janvier. Pour le moment, je fais donc l'intérim comme chef du SCAC, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, qui est un service qui a une vocation culturelle au sens large et de coopération. Comme son nom l'indique, nous avons grosso modo 3 priorités
au SCAC. Donc les mobilités, c'est-à-dire la coopération universitaire, ça rejoint un petit peu ce que disaient les propos du représentant de la Fondation. Donc en développant les échanges universitaires entre la France et la Thaïlande, à travers certains programmes de bourse. Nous avons environ 500, pour vous donner un ordre d'idée, 500 Thaïlandais qui étudient en France chaque année. Une partie donc à travers des programmes de bourse qui sont généralement plutôt dirigés vers les étudiants de master et de doctorat. C'est ça notre objectif. Mais on a également des programmes de recherche cofinancés avec les Thaïlandais et vers l'université avec ce qu'on appelle le programme Uber-Curien. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est les questions culturelles, en liaison évidemment étroite avec l'Alliance française. Je vous invite ce soir à assister au spectacle The Roots, qui est d'une compagnie de hip-hop française, Acro-Rap, qui est ici à l'invitation des Thaïlandais, mais avec le soutien de l'ambassade, dans le cadre du festival thaïlandais de la musique et de la danse. Voilà, c'est ce soir, donc il y a encore quelques places. Et la troisième priorité, c'est l'éducation. C'est peut-être ce dont je vais vous parler aujourd'hui plus en détail. C'est ce qui est sans doute la première préoccupation que vous avez en tant que Français et souvent en tant que parent d'élève. Je salue la présence du lycée français, représenté par le proviseur et le directeur des classes primaires, et la directrice de la petite école dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors ça, voilà. Alors on va commencer par une petite carte. Il n'y aura pas trop de diapos, mais je vais quand même essayer d'illustrer mon propos à l'aide de ces quelques images. Pour vous donner un petit aperçu de la présence de la France en Thaïlande, elle est importante. Et ça, je crois qu'il faut que vous le reteniez. C'est une particularité de la France, mais c'est aussi une particularité de notre présence en Thaïlande. On a un réseau à 3 niveaux. Donc le réseau des alliances françaises, dont Sylvain, le directeur de l'Alliance française de Bangkok, vous parlera plus avant. Donc simplement, je vous indique qu'il y en a 4, donc à Bangkok, Phuket, Chiang Mai et Chiang Rai. Les établissements scolaires, dont je vais parler plus avant, et des instituts de recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans tous les pays, et en tout cas rarement à un tel niveau. Puisqu'ici, vous avez 4 instituts de recherche qui sont implantés et qui travaillent depuis parfois fort longtemps. Alors, je vais commencer par le plus ancien, c'est le FEO. Le FEO, c'est l'École française d'Extrême-Orient. Ça fait partie du réseau des 6 ou 7 établissements publics français qui ont le statut d'école française à l'étranger, comme la Casa Velasquez, comme l'école française du Caire, l'école française d'Athènes, la Villa Médicis, enfin voilà. Donc ça fait partie de ce réseau-là, avec 2 implantations en Thaïlande, l'une à Bangkok et l'autre à Chiang Mai. Donc c'est un réseau d'une quinzaine d'implantations dans toute l'Asie, depuis l'Inde jusqu'au Japon, qui a pour vocation à illustrer et travailler sur les civilisations d'Asie. Ça a été fondé au début du XXe siècle par Paul Doumer, un ancien président de la République française. Le deuxième, c'est le CIRAD. Là, on change complètement d'orientation. On est sur le développement agricole et la recherche agronomique, dont c'est le Centre international pour la recherche agronomique et le développement, qui a des projets ici de longue date, notamment, je vais pas rentrer dans les détails, sur la culture de l'EVA, avec évidemment des parties taille et en liaison avec les opérateurs et les entrepreneurs, l'industrie. Le troisième institut, c'est l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui est installé auprès des universités thaïlandaises.
qui travaillent sur divers projets de recherche, souvent, et même la plupart du temps, à dimension régionale, c'est-à-dire sur l'Asie du Sud-Est. Et le dernier, le plus récent, mais le plus proche de nous ici géographiquement, puisqu'ils sont installés à l'Alliance française, c'est l'IRASEC, donc l'Institut de recherche en sciences humaines pour l'Asie du Sud-Est. Alors, je n'ai pas l'acronyme bien clair, mais enfin, c'est ça sa vocation. Donc, c'est les sciences humaines. Et là, on est sûr. Alors, on travaille par exemple sur des questions comme l'immigration. Ils feront un colloque très prochainement en liaison avec des universités thaïlandaises. Bref, il y a une grande insertion de tout ce réseau d'instituts universitaires et de recherche dans la société thaïlandaise. Et ça, c'est une force pour la France sur le moyen terme. Alors, je vais m'approcher de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'enseignement français à l'étranger. Alors, je vais rappeler quelques évidences, mais c'est toujours bien de rappeler des évidences, pas trop longtemps. La France a le premier réseau d'établissements français à l'étranger, avec 580 établissements homologués dans 139 pays. Ça, c'était en 2022. Il y en a maintenant sans doute un petit peu plus. L'objectif, et c'est un objectif affiché par le président de la République, c'est de développer, voire de doubler ce réseau à la fin de l'année. C'est dit, donc il y a des grandes ambitions qui se traduisent donc par une implication financière très importante de l'État français à travers les bourses, j'y reviendrai, mais également à travers un système, le détachement de personnel de direction, de certains enseignants, de même beaucoup d'enseignants français. Donc il y a une grande implication. La tutelle est exercée par le ministère des Affaires étrangères sur l'institution qui gère l'ensemble des établissements à l'étranger, qui s'appelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Donc vous en entendrez parler souvent. La vocation donc, de ce réseau, Sylvain le mentionnait rapidement, donc elle est double. Elle est d'offrir une scolarité en français, comme en France, à tous les élèves français à l'étranger. Donc c'est vraiment une grande ambition. Ça permet donc à des élèves d'aller d'un pays à un autre, d'avoir les mêmes programmes d'un établissement à l'autre, de ne pas avoir à passer d'examen d'entrée, d'être acceptés uniquement sur la présentation de leur exeat, du bulletin de sortie du précédent établissement. Et la deuxième vocation, c'est d'accueillir des populations locales en général, mais également de pays tiers. C'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Ici, d'ailleurs, la Thaïlande n'est pas une exception. Le lycée français international de Bangkok accueille de plus en plus de Thaïlandais. Ça fait partie de notre rayonnement. Ça prépare des futurs étudiants en France. Et c'est des gens qui connaissent notre culture, nos méthodes, notre façon de voir et de penser le monde. Et c'est quelque chose qui est véritablement irremplaçable. Alors, venons-en à la Thaïlande. Donc, en Thaïlande, il y a donc 7 établissements français. Donc, vous voyez les petits logos. Donc, 4 à Bangkok, le lycée français international de Bangkok, LFIB, avec une structure particulière gérée par une fondation thaïlandaise, un établissement conventionné qui a plus de 1000 élèves. Le proviseur pourra éventuellement répondre à vos questions, ainsi que le directeur du primaire. C'est un établissement, on l'appelle le vaisseau amiral, mais je crois que le terme indique bien ce qu'il est dans le pays et ce que représente pour nous et pour la France ici. La petite école
est ici donc également en développement avec des nouveaux locaux, une nouvelle directrice. Et il y a également 2 établissements qui viennent de rejoindre le réseau AEFE par le biais de l'homologation, c'est-à-dire que les classes et les niveaux d'enseignement sont reconnus comme conformes aux standards français. Donc 2 écoles du réseau Acacia qui sont donc à Bangkok. Et hors de Bangkok, donc, nous avons une école française à Pattaya avec 200 élèves. 200 élèves, dont 140 sur des classes homologuées. Une école à Koh Samui avec 230 élèves dans une section française et d'autres qui sont en section anglophone. Et enfin, le BCIS à Phuket, où il y a 223 élèves en section française, dont 170 sur des classes homologuées. Je vous signale qu'on travaille très activement à l'ouverture d'un 8e établissement à la rentrée 2024, donc c'est demain, à Chiang Mai. Chiang Mai, où la France disposait d'un terrain donné par le roi de Thaïlande il y a quelques décennies, et on a décidé de le valoriser avec un projet d'école donc porté par un investisseur thaïlandais qui dirige et qui a créé l'école de Koh Samui. Donc un très beau réseau qui est en développement et qui va vraiment très bien. Voilà, donc sur Bangkok, je vous ai à peu près tout dit déjà. Je ne me souviens plus si j'ai mentionné le nombre d'élèves, donc qui oscille entre 1025 et 1030 à la rentrée. Donc un très haut niveau, pas loin du plus haut niveau jamais obtenu par le lycée. Donc c'est la crise du Covid est maintenant totalement effacée, et évidemment elle a laissé des traces pour les élèves qui ont été éloignés des classes pendant un certain temps, mais bon, vraiment cette période très difficile a été surmontée grâce à l'implication de toute l'équipe du proviseur et du lycée. Je veux à nouveau rendre hommage à l'action du proviseur qui a été déterminante. Et donc pour la petite école, donc 2 nouveaux bâtiments depuis la rentrée et des effectifs également en hausse avec, si je ne me trompe pas, 86 élèves. Il y en a même encore plus, d'après ce que me dit la directrice Patricia Douvry. Voilà. Et les écoles du groupe à Acacia, donc une à Sathorn avec 28 élèves et une à Sukhumvit avec 60 élèves. Je termine. Je dis une bêtise? Vous me corrigerez. Alors, je termine sur les bourses scolaires. C'est un sujet qui n'est pas géré directement par le service d'action culturelle de l'ambassade, mais plutôt par le consulat. Mais ça vous concerne et ça concerne évidemment tous les parents d'élèves. Alors, je rappelle à nouveau que la France est le seul pays au monde à avoir bénéficié d'une aide à la scolarisation de ce niveau, qui permet donc, sur critères sociaux, à tous les Français de pouvoir bénéficier de bourses pour des établissements et des classes qui sont homologués. Ça, c'est le critère supplémentaire. Et en fonction des crédits qui sont disponibles. Alors, je rappelle 2 petits chiffres. Les bourses, ce sont environ, c'est bon an, mal an, de 200 à 250 dossiers. Et c'est un engagement pour l'État de 2 millions d'euros. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est loin d'être négligeable. Voilà. J'ai terminé pour la présentation rapide, mais évidemment, je suis à vous pour d'éventuelles questions. Le dernier slide, c'est sur l'innovation pour vous rappeler
que l'année 2023 a été placée sous le signe de l'innovation, avec l'année France-Thaïlande de l'innovation, qui a été lancée en janvier dernier avec FAST, d'après ce que je comprends, dans le parc d'à côté, en présence du ministre du Commerce extérieur français, qui était là avec un spectacle magnifique de drones. Alors cette année a vu pas mal d'événements labellisés par l'ambassade se mettre en place. On est maintenant dans la phase finale, pas terminale, le mot n'est pas joli, la phase finale, donc avec la prochaine visite en Thaïlande de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Sylvie Retailleau, qui sera là du 20 au 22 octobre, donc pour un programme dense avec les instituts de recherche français, le ministère de l'Éducation supérieure et de l'Innovation thaïlandais, un déplacement à Chiang Mai, et bref, beaucoup de visites d'universités qui montreront la richesse de nos liens. Et vraiment, je tiens à insister sur ce point. Et le point d'orgue sera la clôture le 23 et le 25 novembre. Alors en 2 temps, avec un événement institutionnel organisé par Air Paris sur la finale d'un challenge annuel multicapteur, donc sur la qualité de l'air. Quelque chose de très pratique, très prégnant, ici d'ailleurs également à Bangkok. Et la journée finale, ça sera le samedi 25 novembre à l'Alliance. Et je remercie beaucoup Sylvain et toute l'équipe de l'Alliance de se prêter à cet exercice. Donc ça sera une journée grand public sur l'innovation franco-thaï, avec un village de l'innovation, donc qui regroupera des stands de nos différents partenaires. Ça sera ouvert donc au jeune public, donc avec des stands qui seront accessibles à tous, mais également à un public d'adolescents et d'adultes. On est en train de monter le programme, mais il y aura également des événements culturels. Donc je vous invite déjà à le noter sur vos agendas et à nous accompagner le 25 pour toute la journée. Donc ça sera de 10h à 18h. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai peut-être également été un peu long, mais il y a beaucoup à dire. Monsieur le conseiller, cher Jean-Baptiste, merci beaucoup de cette présentation très claire et très complète, non seulement de la présence française sur le domaine éducatif, mais également sur le domaine culturel. Alors, au fond, chère Céline, je te prie de m'en excuser, on va enchaîner sur l'Alliance. Voilà. Puisque l'Alliance, au fond, va permettre de faire le lien entre le côté institutionnel et le côté société civile, associatif, puisque une alliance française, peut-être le savez-vous déjà, mais c'est une association. Où qu'on soit situé dans le monde, en fait, les alliances françaises sont toutes des associations de droit local. Cela veut donc dire qu'elles sont bien sûr totalement séparées d'une ambassade ou d'un consulat, et ce ne sont pas les entreprises privées non plus. Ce sont bien des associations de type loi 1901, ou en tout cas ce qui s'apparente le plus à une association de loi 1901 en France, qui est une spécificité française et qui parfois à l'étranger se retrouve peu ou prou, c'est-à-dire que les équivalents en fait en termes de structures juridiques locales, soit sont assez proches de ce qu'on peut avoir comme association, ce qui est quand même en général souvent le cas, soit parfois un petit peu éloigné, mais en tout cas l'idée étant de se rapprocher de ce modèle-là français de l'association loi 1901 à but non lucratif. Le but non lucratif, pour rappel, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'argent, ça veut dire que l'argent est réutilisé pour la poursuite des objectifs et de la mission de l'institution, qu'il n'y a pas d'argent qui est divisé entre les sociétaires, mais que c'est là pour permettre de remplir les missions de l'institution. Alors, l'Alliance française de Bangkok, en Thaïlande, Jean-Baptiste Chauvin l'a rappelé, c'est un
D'une part, elle fait partie d'un réseau. Il y a 4 alliances françaises en Thaïlande, à Chiang Mai, Chiang Rai et Bangkok. Mais l'alliance française de Bangkok est la plus ancienne par nature. Elle a 111 ans. Elle a fêté les 110 ans l'année dernière. C'était en 1912 qu'elle a été créée. Et même si le bâtiment dans lequel on se trouve est très récent et qu'il jouit de nombreux atouts, il n'a que 5 ans, mais l'institution en tant que telle a donc plus que centenaire. Alors, juste un petit retour sur le réseau des alliances françaises. Les alliances françaises, elles ont été fondées en 1883, donc on fête le 140e anniversaire cette année du réseau des alliances françaises, et on en a à peu près partout dans le monde, sur les 5 continents. On compte actuellement plus de 800 alliances françaises sur l'ensemble de la planète, ce qui est évidemment beaucoup. Et bien sûr, certains pays ont beaucoup d'alliances françaises, d'autres n'en ont pas ou très peu. Mais on a des pays et des zones dans le monde où il y a un grand nombre d'implantations d'alliances françaises. Et on peut notamment citer l'Amérique latine ou Madagascar ou l'Inde, par exemple, qui sont des zones dans le monde où il y a un très grand nombre d'alliances françaises. Alors, ces alliances françaises, si on regroupe tout le nombre d'étudiants qui suivent des cours de français, on atteint un chiffre de 400 000 étudiants, ce qui est un chiffre extrêmement important. Et il faut aussi rappeler que le réseau des alliances françaises, il est parallèle à un autre réseau qui a la même mission, au fond, qui est le réseau des instituts français, qui, pour des raisons historiques, en fait, et structurelles aussi, ont à la fois des noms et des formes juridiques différentes, mais qui œuvrent à la même mission, qui est de faire la promotion de la langue française et des cultures francophones. Étant entendu que l'offre de cours de français qui est donnée dans les alliances françaises et dans les instituts français, mais on va rester plutôt sur les alliances françaises au moment où on se parle, s'adresse en priorité, bien sûr, aux gens qui sont dans le pays où l'alliance est implantée. Donc, je le dis parce que parfois, on pense que l'alliance française, c'est pour les Français expatriés. Alors, c'est entre autres pour ça, mais c'est aussi et surtout pour les gens du pays concerné qui ont envie de s'initier à la culture française et à la langue française. Le public de l'Alliance française est à 80% thaï. On a environ 12 à 15% de public étranger, c'est-à-dire américain, australien, chinois, japonais, coréen, indien, etc. Et on a 5 à 10% du public français. Donc le public français est au fond minoritaire, puisque évidemment il ne viendra pas pour apprendre la langue française à proprement parler. On a des cours de thaï, en revanche, un peu comme la Thai Foundation. Mais notre activité principale, c'est d'enseigner le français à des gens qui ont envie d'apprendre le français comme une activité, je dirais presque de loisir, c'est-à-dire en dehors d'un cursus. On n'est pas une université, on n'est pas une école de langue, donc le public ici n'est pas un public captif, c'est un public qui a choisi de venir apprendre le français sur son temps libre, pour soit... les raisons principales sont quand même en général l'amour de la langue et de la culture française, soit pour des raisons familiales. Parfois, il y a des gens qui sont en famille binationale, l'un des deux conjoints souhaite apprendre le français, ou les enfants ne sont pas forcément tous scolarisés en langue française, donc il ne faut pas qu'ils perdent le français non plus au fil des ans. Donc on est là pour leur permettre d'avoir des cours de français. Et on a donc la partie aussi artistique. Notre public est plutôt âgé de 15 à 35 ans, on va dire que c'est le cœur de cible, donc c'est des gens qui sont en train de terminer le Matayom, donc le lycée, qui entrent à l'université, des jeunes actifs, et puis des adultes aussi. Donc un public majoritairement 15-35 ans, CSP+, qui pour certains aussi envisagent soit d'aller étudier en France plus tard, soit de travailler en lien avec la France au bout de quelques années. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, et au fond, ça rentre dans les 3 grandes missions de l'Alliance française qui sont: 1, de promouvoir la langue française. 2, et la nuance est importante, de faire la promotion des cultures francophones. Donc c'est pas que la France, c'est le Canada, c'est la Belgique, c'est les pays d'Afrique francophone, c'est toute la francophonie. Donc c'est pour ça qu'on a en mars chaque année un festival de la francophonie où plusieurs pays sont représentés. Et puis c'est favoriser la diversité culturelle, parce que la diversité culturelle, et l'UNESCO l'a rappelé, c'est
peut-être aussi important que la diversité biologique, ou en tout cas la diversité des espèces, de la végétation. Toutes ces choses-là font que plus il y a de diversité en fait, à la fois génétique, biologique, animale, végétale et sans doute de culture et de langue, plus le monde s'enrichit et devient comment dire, a plus de capacité à se renouveler, ce qui est l'une des conditions de l'adaptation au changement, quel qu'il soit. Donc c'est l'un des grands axes de l'Alliance. Alors vous avez derrière moi une carte du monde qui permet de voir un petit peu quelles sont les zones dans le monde. On en a parlé, Madagascar, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord aussi, l'Inde, où l'Alliance française est implantée. Mais en ASEAN, l'Alliance française est bien implantée aussi. On a au Cambodge, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie. Si on sort un petit peu plus au nord, en Chine, on a un gros réseau d'alliances françaises. On en a au Japon également, encore plus loin, l'Australie. Enfin, voilà, l'alliance est globalement présente sur à peu près tous les continents. Là, sur la carte de Thaïlande, vous voyez donc les 4 alliances de Thaïlande dont parlait Jean-Baptiste Chauvin, donc l'alliance de Bangkok où nous sommes ici aujourd'hui. Ici, en haut à gauche, l'alliance française de Chiang Mai qui se trouve dans un très beau terrain que je vous invite vraiment à découvrir en face de l'école française d'Extrême-Orient. L'alliance française de Chiang Rai, d'ailleurs une pensée à toute l'équipe et aux proches de Guy Heidelberg qui était l'ancien directeur de l'alliance française de Chiang Rai et qui nous a quittés il y a quelques mois. Et l'alliance française de Phuket qui est ici dans ce bâtiment. Alors, on l'a dit, juste quelques ordres de grandeur. L'Alliance française de Bangkok, c'est environ 2000 étudiants différents chaque année. On a des sessions de cours qui s'ouvrent tous les 2 mois, toutes les 8 semaines. Donc on n'est pas comme une école. Vraiment, je le redis, on n'est ni une université ni une école. On est un centre culturel où, comme une salle de sport presque, ou un lieu où on irait faire de la méditation, on irait faire la peinture. Vous venez à n'importe quel moment de l'année, il y a des cours qui sont toujours disponibles, que ce soit nos cours de français, nos cours de thaï ou nos cours artistiques. L'une des spécificités de l'Alliance française de Bangkok, c'est d'avoir des cours de danse ou des cours de mode ou des camps pour les enfants d'activités artistiques. Ça entre dans le cadre de nos missions. Il y a un fort accent sur le jeune public qu'on met, mais je le redis aussi, le jeune public n'est pas notre public principal. On a 20% environ, ça monte un peu, mais on a environ 20-25% du public qui est jeune public, c'est-à-dire moins de 15 ans, et dès l'âge de 3 ans. Mais l'essentiel, en fait, est du public adulte. On a près de 180 événements culturels par an. On a beaucoup d'événements qu'on organise ou qu'on accueille en partenariat, notamment avec l'ambassade de France ou avec d'autres structures. Et on a près de 20 000 spectateurs à nos événements sur toute l'année, sachant qu'on a aussi pas mal de séances de cinéma. Je le redis parce que je trouve que l'anecdote est intéressante. Vous voyez sur cette image-là, à gauche, l'hôtel Oriental. En 1912, l'Alliance française, lorsqu'elle a été fondée, au sein de l'hôtel Oriental, car beaucoup d'associations, et ça fera le lien ensuite avec Bangkok Accueil et avec d'autres associations, lorsqu'elles commencent à exister, ce sont des bénévoles passionnés qui, entre eux, se réunissent dans un café ou dans un salon en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire sur tel ou tel sujet. Et l'Alliance française a grandi, et beaucoup d'alliances ont grandi comme ça, en étant avant tout quelques passionnés qui trouvent du temps et de l'espace pour commencer à avoir un plan d'action. Et puis, vous voyez, c'est une chambre une fois par semaine, enfin, un salon où on se réunit 2 heures, et puis 100 ans après, on est dans un bâtiment comme ça, parce que la coopération humaine et l'entente entre les peuples, parce qu'encore faut-il que le pays concerné il trouve également son intérêt et soit favorable à une implantation. Et la famille royale a été souvent protégée, ou en tout cas encourager les activités de l'Alliance française. Pour information, la princesse Sirinthaorn est la marraine de l'Alliance française de Bangkok, et le roi Ramasis, à l'époque déjà, qui était lui-même féru d'histoire et d'art, régulièrement assistait aux représentations de théâtre de l'Alliance française. Donc il y a une tradition, il y a une histoire. Tout le bâtiment dans lequel on se trouve ne vient pas de rien, et on est sur un terrain de la couronne royale qui, là aussi, nous a été sans doute accessible parce qu'il y avait une histoire et une tradition d'amitié et de coopération. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, mais les activités, vous les avez là, dans les grandes lignes, les cours de français, de thaï, les ateliers artistiques, les camps de vacances. Nos cours sont en ligne.
Et sur site, alors je le dis à l'attention de celles et ceux qui nous regardent peut-être d'ailleurs en Thaïlande, on propose des cours de thaï et des cours de français en ligne aussi. Donc le Covid nous a obligés à nous changer, mais c'était une opportunité au fond. Et même pour les gens qui, depuis la France, parfois se disent « je voudrais commencer à apprendre le thaï avant d'arriver », c'est possible maintenant comme ça. On a les expositions, les concerts, les spectacles. On est centre d'examen pour le DELF et le DALF, qui est un point important aussi pour toutes celles et ceux qui souhaitent obtenir une certification. On a un service de traduction certifié par l'ambassade de France pour toutes les démarches administratives, c'est important. Un café-restaurant, le Café Mademoiselle, une médiathèque, la librairie Carnet d'Asie, l'espace Campus France, qu'on est très heureux d'accueillir plus fortement actuellement, et qui permet en fait de donner des informations sur les études en France aux personnes intéressées par faire un master ou autre en France. Voilà, quelques photos des cours artistiques. Et là, je vous mets quelques photos avant de conclure. De plein d'événements qu'on a eu. Alors là, vous avez le gouverneur Tchatchat qui était venu justement à l'Alliance lors de la Galleries Night qui est organisée par l'ambassade de France. Ça, c'était une foire qu'on avait organisée avec l'Union européenne. Là, on s'en souvient, mais on ne veut pas s'en souvenir trop longtemps non plus. C'est la finale de la Coupe du Monde de football qu'on avait organisée ici à l'Alliance. C'était quand même très sympathique. Le Bibonhomme Michelin qui était venu dans le cadre de la foire gastronomique pour les 110 ans. Michelin, qui est un de nos partenaires importants. L'ambassadeur de France avec les alliances françaises, 3 alliances françaises de Thaïlande qui signaient un accord de coopération. Le gouverneur Tchatchat qui était revenu une deuxième fois pour le match de football. Et voilà, là, on avait la délégation culture du président Macron qui était venu pour rencontrer l'Alliance, l'association des professeurs de français, nos 3 présidents, c'est important, je ne l'ai pas dit, pardon, mais l'Alliance a un conseil d'administration bénévole avec Jean-Marie Piton, que certains ont vu d'entre vous, vice-président de l'Alliance, CEO d'Extra, chairman. Et on a 3 générations de présidents qui, pour les 2 premiers, Dr Sriboum et Dr Jingjai, ont chacun fait plus de 20 ans comme président de l'Alliance. Donc c'est un engagement bénévole d'importance. Et Kunaria Bonomyang qui vient de rejoindre, qui a été élu président en juin dernier et qu'on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui. Voilà, pour vraiment conclure, on a ouvert un bureau des associations le 7 juin, avec le soutien de Michelin. L'idée étant d'avoir un lieu pour les structures francophones qui souhaiteraient, en fait, pour refaire ce qui s'est passé avec l'Hôtel Oriental. C'est-à-dire qu'on est une petite association, on sait pas, on n'a pas d'espace pour se retrouver, on aimerait bien pouvoir poser des affaires. On met à disposition maintenant un espace pour ça. Et donc, s'il y a des associations qui sont intéressées, on peut en parler. Les conditions vous seront communiquées. Bangkok Accueil fait partie de ce bureau des associations. Et on en est très heureux parce qu'en fait, l'Alliance, je le redis une toute dernière fois, est une association. Et donc, on partage le même ADN. Et à cet égard, on a vocation à travailler ensemble pour les mêmes objectifs. Voilà. Je vous remercie. Chère Céline, Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Bangkok Accueil. Merci Sylvain. Il manque un slide, mais c'est pas grave. Non, mais pas de problème. Il a disparu. La page a disparu. Donc, je me présente, Céline, présidente de Bangkok Accueil depuis 1 an et demi. Mais Bangkok Accueil, membre depuis 4 ans. Donc, voilà, je connais très bien l'association. Effectivement, donc aujourd'hui, nos bureaux sont à l'Alliance française. De la même façon, on est une association de loi 1901 à but non lucratif. On est essentiellement, donc nous, comme Bangkok Accueil le mentionne, on est là pour accueillir, pour accompagner les Français francophones expatriés à Bangkok. Alors plus précisément Bangkok parce que bon, la Thaïlande c'est extrêmement large. On aurait voulu aussi accueillir les autres Français des autres grandes villes, mais c'est un petit peu difficile, on le sait. Aujourd'hui, on fait partie d'un réseau international de 160 accueils dans le monde, dans 90 pays, donc des accueils comme le nôtre. Voilà, à chaque fois que vous déménagez, vous en trouverez un dans les grandes villes. Donc, tout à l'heure, on parlait de Hong Kong, Tokyo, Hanoï, Ho Chi Minh, sur la zone, on va dire.
Et on fait partie donc, de ce réseau qui s'appelle la FIAF, la Fédération internationale des accueils français francophones d'expatriés, qui aujourd'hui est reconnu d'utilité publique. Donc notre travail est reconnu. On se réunit une fois par an pour notre assemblée générale à Paris, au sein du ministère des Affaires étrangères. Là, vous voyez, je mets un slide sur... sur l'équipe de bénévoles. Alors nous, par contre, on ne fonctionne que par la bonne volonté de bénévoles. Aujourd'hui, on doit être une quarantaine, donc avec un fonctionnement, là c'est après les réunions, donc des happy hours, et ça peut être des réunions très sympathiques aussi, hein, c'est pas juste voilà, une réunion au bureau. Au bureau, donc on est constitué de président, vice-président, trésorier, secrétaire. Et à côté de ça, on a, sur le slide qui suit, toute l'organisation de Bangkok. Oui. Toute l'organisation de Bangkok Accueil. Donc, je parlais du bureau. Vous avez 10 pôles qui gravitent autour du bureau, donc avec des responsables de pôle. Il y a beaucoup de bénévoles que vous ne verrez jamais, enfin que vous ne verrez pas parce qu'ils sont dans les bureaux, derrière leur ordinateur, à travailler. Mais vous avez ceux qui sont ce qu'on appelle, qui sont à l'opérationnel. Donc vous les verrez, notamment le premier accueil que vous trouverez, c'est le premier pôle avec qui vous êtes en contact lorsque vous arrivez à Bangkok, c'est le pôle accueil. On a le pôle accueil qui est là pour les adhésions, mais on a les marraines qui les accompagnent. Je vous disais, Bangkok est extrêmement vaste pour avoir les bonnes adresses, pour poser des questions sur son quartier. On a des marraines. Les marraines sont là pour organiser des apéros de quartier. Alors, extrêmement populaire. On doit être entre 30 et 50 à chaque apéro de quartier. Donc on va dire que tout Bangkok se mobilise toujours pour... il y a les conjointes qui travaillent, qui se joignent. On a les cafés de quartier, des lunchs. Donc ça, c'est 3 fois par mois. On se réunit. Ensuite, là, les photos parlent toujours. Hein. Là, ce sont les cafés de rentrée du mois de septembre. Donc, à chaque fois, on était plus de 50 à chacun de ces cafés. Donc, les anciens sont là, mais les nouveaux aussi viennent poser des questions, connaître leur voisinage, connaître leur marraine déjà, avec qui ils pourront connecter. D'autres photos, ça, c'est le soir, c'est les apéros. Ensuite, autre façon pour connecter créer du lien avec la communauté, c'est on a un calendrier d'activités régulières. Alors, au nombre, c'est bluffant parce qu'on a 25 activités dans la semaine. Donc, quand quelqu'un dit « ouais, je ne sais pas quoi faire dans la semaine », quand on voit notre calendrier, ça peut être sportif, culturel, artistique. On a même, depuis l'année dernière, une activité Bangkok Entreprendre. Donc, quelqu'un qui a une fibre un peu entrepreneuse, on a un atelier, on peut se retrouver, on en discute, on a des intervenants professionnels qui viennent nous aider. Tout ça animé par des bénévoles. Donc là, déjà, le calendrier, toujours des photos avec le sourire, toujours animé par des bénévoles, effectivement, pour les activités régulières. Ensuite, des grandes dates à noter. Par an, on a 5 grands événements. Le premier, alors si vous voulez connecter avec la communauté française et francophone, c'est le 6 octobre prochain. Alors, généralement, traditionnellement, c'est ce week-end-là, mais cette année, on a donné la priorité à vivre et travailler en Thaïlande, de l'Alliance française. Donc, on a reculé notre propre événement au 6 octobre. Donc là, le brunch est offert à tous les membres et nouveaux membres et ceux qui veulent découvrir l'association. C'est un événement auquel tous les bénévoles y sont. Toutes les activités y sont représentées. On peut venir se renseigner, on peut venir s'inscrire. Et aussi, on a tous nos partenaires institutionnels, dont l'Alliance française, la Chambre franco-thaï, le lycée français qui seront là et qui viendront faire une petite intervention et expliquer ce qu'ils font à Bangkok.
Notre ambassadeur, nouvel ambassadeur qui arrive le 28 septembre cette année, donc il va venir au brunch et il va faire son intervention pour ceux qui veulent savoir, parce que j'ai eu l'information hier soir, donc aux alentours de 11h le matin du 6 octobre. On a Madame le Consul aussi, nouvellement arrivée sur Bangkok, qui sera là. On aura l'ambassade de Belgique, l'ambassade du Canada aussi ce jour-là. Donc c'est le moment les anciens, les nouveaux sont là, c'est le moment vraiment de connecter et de prendre toutes les informations utiles pour son intégration à Bangkok. Ensuite, gros événements. Alors là, il faut s'inscrire parce qu'il y a du monde. L'année dernière, on a fait une première. C'est une croisière dansante, musicale, avec free flow, enfin c'est en anglais, mais buffet et boissons à volonté. Et c'est là que c'est le bon moment pour réseauter avec le milieu de personnes qui sont actifs, qui ne peuvent pas participer forcément aux activités régulières, mais qui sont là parce que c'est le moment où les couples ensemble viennent manger, danser, faire connaissance avec la communauté. Voilà. Une autre grande date, alors ça c'est la tradition, Bangkok accueille tous les ans, fait son Noël. On a la visite de Papa Noël, donc tous les ans il vient nous rendre visite, il vient faire la distribution de cadeaux pour les enfants des membres. L'ambassadeur nous rend visite aussi de façon informelle avec la chorale, les musiciens du lycée français qui à chaque fois nous soutient lorsqu'il y a une fête familiale de ce type. On a un marché de Noël avec des artisans. Alors c'est là où c'est le bon moment de venir prendre des commandes pour préparer les fêtes de fin d'année. Donc artisans français, je pense qu'on est au nombre de 40 artisans français ce jour-là. Et j'espère, autre moment familial, c'est la galette des rois. Alors j'espère que cette année, on aura l'autorisation et l'accès des jardins de la résidence de France, parce que l'année dernière, je crois qu'on était 250 dans les jardins, parce que distribution de galettes françaises avec un boulanger français, cidre, voilà, des mets français, et puis les enfants jouent parce qu'on fait venir des prestataires de services pour amuser les enfants dans les jardins ce jour-là. Et puis une date qu'on n'a pas encore, mais c'est celle qui clôture l'année de Bangkok Accueil, qui généralement se fait donc fin mai avec une grande fête. Cette année, c'était on a privatisé un club et puis on a fait une soirée paillettes déguisée. Voilà. J'espère que vous pourrez venir, mais bon, peut-être que... Donc ça fait déjà beaucoup de choses dans les calendriers. C'était les grands événements. On a les événements ponctuels tous les mois, au nombre de 1, 2. Alors généralement, c'est sur des thèmes assez précis. Ça peut être la santé, la nutrition, la parentalité, le juridique, gestion du patrimoine. C'est toujours assez précis comme thème. Il faut s'enregistrer parce que généralement, les places sont extrêmement vite prises. On invite généralement entre 20 et 40 de nos membres. Cette année, il y a pour les nouveaux qui arrivent sur Bangkok, il y a 2 événements dont le 19 octobre à l'hôpital BNH, je crois, ou au Samitivet, je ne sais plus, bien sûr. Et là, vous avez Monsieur Cousin, qui est un coach extrêmement reconnu à Bangkok, et le docteur Lalande, médecin français en Thaïlande, qui va venir, qui viennent répondre aux questions et déjà donner toutes les informations sur déjà le choc des cultures, les problèmes de santé, enfin tout ce qu'on peut avoir si c'est une première expatriation sur Bangkok. Et un autre événement en octobre, le 10, qui est extrêmement prisé aussi, c'est les premiers secours. Voilà, donc, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que on a une grande parmi nos membres, beaucoup sont des familles. Beaucoup sont des familles, donc c'est un atelier qui est extrêmement recherché parmi les familles. Alors, beaucoup envoient leur nounou. Mais...
Ensuite, bon, pour remplir les agendas, parce que si vous reste un petit peu de place, on a les sorties qui sont au nombre de 1 à 2 par semaine. Alors ça y est, on rentre dans la culture de la Thaïlande. C'est organisé également par les bénévoles de Bangkok Accueil, mais on peut avoir des prestataires de services professionnels extérieurs francophones qui interviennent. Donc c'est visites de quartier, visite du musée national, atelier de cuisine thaïlandaise, voilà, de tout. Et ça, c'est une affaire. Et pareil, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire parce que les places sont vite prises. Quelques photos. Ah oui, bon là, on voit que culture française veut dire manger aussi. Donc à la fin de chaque atelier, à chaque sortie, on boit et on mange ensemble. Voilà. Alors là, j'imagine que lorsque vous arrivez en Thaïlande, c'est vrai, c'est le pays du sourire, c'est magnifique, c'est beau, mais après, au fur et à mesure de nos promenades, on s'aperçoit aussi que Bangkok, c'est beau, mais on voit aussi le revers de la médaille de la ville. Et généralement, ça peut côtoyer même juste le condo tout proche duquel on vit. Et aujourd'hui, on a décidé, une des missions de Bangkok Accueil est aussi de redonner à la communauté locale, d'où le pôle caritatif. On a des dons, les cotisations servent à faire vivre l'association, mais également à redonner sur quelques projets humanitaires. Là, ici, notamment, c'est une école, un orphelinat d'enfants handicapés. Donc, nous, on ne fait pas de dons financiers. On accompagne toujours avec des dons matériels. Donc, ça peut être des lits, des chaises appropriées, ça peut être des interventions physiques pour accompagner, pour distraire les enfants. D'autres actions aussi, c'est la Friends for All Children, qui est aussi un orphelinat dans Hari, en plein cœur de Bangkok, qui est malheureusement voit venir pas mal de petits nouveau-nés. Et là, nos bénévoles accompagnent les enfants. On a une photo, les enfants vont au parc, parce que ce sont des enfants qui, sinon, ne restent, comme beaucoup d'orphelinats en Asie du Sud-Est, restent cloîtrés dans leur petit espace, le petit lit. Voilà. Donc ça aussi, ce sont le travail de bénévoles. On fournit du lait, des couches. On aide aussi des familles de réfugiés, donc notamment sur Bangkok ou dans le nord de la Thaïlande. Et là, pareil, aide à la scolarisation, aide à l'achat d'équipements, fournitures scolaires. Autre façon de donner, mais ça, c'est un lien extrêmement interculturel, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on prend beaucoup ici. On intervient auprès de 2 universités partenaires de Bangkok. Alors peut-être que certainement vous connaissez, la Chulalongkorn University et la Silpakorn University. Je vais vous mettre des photos, c'est un petit peu plus parlant. Donc il y a des ateliers de conversation thaï. Il y a des sorties organisées. Alors généralement, ce sont des étudiants français qui apprennent, des étudiants thaïlandais qui apprennent le français en LV langue vivante 2, langue vivante 3, et qui pour eux leur permet de pratiquer. Nous, si on avait eu ça au moment où on apprenait l'anglais à notre époque en France, c'est vrai que ça nous faisait... c'est vraiment un atout pour eux de nous avoir de façon hebdomadaire et de pratiquer pendant 1 heure, 2 heures leur français. Et surtout, on s'y attache parce que du coup, il y a un lien qui se crée. Ces étudiants sont extrêmement brillants et sont en demande d'échange, ce qui nous permet aussi après de garder le lien et de faire des sorties également avec eux de façon officieuse. Là, d'autres photos. Là, ça, c'était en partenariat avec les guides bénévoles francophones du Musée national de Bangkok. Les élèves de Silpakorn étaient venus faire des simulations de visite au sein du musée. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je vous parle quand on est là, en fait, Bangkok Accueil, c'est près de 500 membres.
La plupart sont des familles, mais on a de plus, la démographie de Bangkok Accueil a beaucoup évolué. On a beaucoup de jeunes qui viennent en solo. Et si on essaye de diversifier notre offre, donc des activités pour les plus jeunes, pour les personnes, des familles, donc des sorties en week-end. Et tout ça est possible parce qu'on a des partenaires. Donc je vous ai mis un slide sur nos partenaires. En fait, quand on parle de sorties, de conférences, d'événements, de soirées, d'apéros, la plupart sont à des prix extrêmement réduits ou avec des avantages. Voilà, quand je vous dis que notre croisière elle est à 500 bahts alors qu'à l'extérieur elle est à 2000 bahts, c'est parce qu'on a des partenaires. Et ils sont là pour nous aider à faire vivre l'association et nous donner des offres de plus en plus riches. Et voilà, donc un slide. Et je voulais parler aussi de nos partenaires institutionnels qui sont extrêmement importants. Quand on est membre de Bangkok Accueil, quelque chose que même nous, les membres, certains ne le savent pas, mais on a droit à une réduction sur la carte membre de l'Alliance française. On a 50% sur la carte membre de l'Alliance française. Donc déjà, la membership de Bangkok Accueil, elle est déjà payée. Ensuite, lorsque vous êtes membre de Bangkok Accueil, lorsque vous enregistrez un événement de la chambre franco-thaï, vous payez le tarif d'un membre de la chambre de franco-thaï. Donc là également, c'était un gros avantage que beaucoup de gens oublient. Et la carte magique, elle est comme ça. Donc, c'est une carte, dans le cas d'une carte familiale, vous aurez le nom du conjoint et de la conjointe. Et donc, il faut ne pas oublier de la présenter. Voilà, si vous avez des questions, voilà, notre équipe. Et je vous invite à scanner les QR codes de notre réseau, donc Facebook, Instagram, notre page web et LinkedIn. Et je vous invite à venir chercher un Tuk Tuk Magazine, qui est un magazine avec toutes nos activités sur notre stand à l'Alliance française aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci chère Céline, Madame la Présidente de Bangkok Accueil. Je tiens à remercier à nouveau Kun Tayut, Thailand Foundation. It's been French all along. I hope it was still interesting for you. Cher Jean-Baptiste Chauvin, Monsieur le conseiller, merci également de votre intervention. Alors, on va peut-être prendre une question s'il y en a une. On est un petit peu juste au niveau du temps. Cherry, en haut, là-bas, s'il te plaît. Bonjour à tous. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais je me permets donc de prendre quelques minutes pour être comme le témoignage de Bangkok Accueil. Je suis ancienne étudiante à Chulalongkorn entre 2007 à 2011 et je faisais partie de l'atelier linguistique avec à cette époque-là, c'était des membres de Bangkok Accueil qu'on passait chaque jeudi de la semaine. On était plusieurs étudiantes et puis il y avait des membres français qui sont venus nous joindre à l'université pour faire des échanges. On discutait un peu de tout, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore les sorties comme vous faisiez avec l'université Silpakorn. Voilà, donc, si jamais c'est en live, c'est ça? Si jamais il y a des gens qui s'intéressent à s'installer à Bangkok et qui cherchent à avoir des activités caritatives, associatives, je vous invite vivement à vous adhérer à Bangkok Accueil. Et moi-même, en fait, j'ai regardé un petit peu sur le changement, l'évolution, je dirais plutôt l'évolution
de Bangkok Accueil et je remarque bien que vous avez de plus en plus de partenaires. Et je vous félicite beaucoup parce que j'ai déjà vu, vous voyez bien, je connais depuis 2008, j'ai vu encore en 2016 et tout. J'ai même assisté à certaines, je ne sais plus, c'était pas conférences, mais c'était des expositions que vous avez fait à l'hôtel Rembrandt Hotel. Voilà, et j'ai vu que je vous invite vivement. Et puis, je n'ai pas trop de questions. Voilà, c'est pour un témoignage. Si jamais vous voulez avoir... Non, mais c'est excellent. Merci beaucoup. En fait, ça me fait chaud au cœur de savoir que... Ouais, moi aussi, c'est la première activité que j'ai faite à Bangkok Accueil et je garde toujours des liens avec des étudiants de Chulalongkorn de l'époque. Et c'était en 2018. Et merci beaucoup pour le témoignage. Merci beaucoup. Il n'y a plus de temps, on est à court de temps. Allez-y. Non, c'est bon. Merci. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous ce témoignage. Au fond, ça me rappelle la phrase de Jean Monnet, que vous connaissez peut-être, qui dit que rien n'est possible sans les hommes et les femmes, mais rien n'est durable sans les institutions. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut des gens qui sont motivés à un moment donné pour faire les choses, mais si ça ne se transforme pas avec des institutions, quelles qu'elles soient, une association, un groupement, quelque chose qui perdure, qui continue d'exister une fois que les hommes et les femmes sont partis, eh ben, l'énergie initiale disparaît. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'une énergie initiale peut se transmettre de génération en génération sans que les fondateurs ou les fondatrices ne soient encore là. Bien, bah, écoutez, je voudrais remercier également le lycée français à nouveau de sa présence, la petite école Acacia, qui nous ont fait le plaisir d'être là pendant cette journée. Il reste ouvert pour pouvoir aussi répondre à votre question si vous en avez sur les stands qui se trouvent juste là à l'auditorium. On fait une pause d'environ 20 minutes et on se retrouve ensuite pour la troisième conférence avec le bureau de l'immigration. Alors c'est très intéressant. On a la chance d'avoir une représentante du bureau de l'immigration de Thaïlande. Donc pour toutes les questions relatives au visa, aux conditions de séjour, d'exercice sur le territoire thaï, c'est une chance d'avoir cette personne accessible. Nous aurons aussi la chance d'avoir Madame la consul de France en Thaïlande, nouvellement nommée Carole Joss, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines et qui viendra nous expliquer aussi tout ce que fait un consulat et tout ce que ne fait pas un consulat, parce que parfois c'est pas toujours très clair pour nous tous, et c'est bien de se le rappeler, qu'on soit français ou qu'on soit thaï, voilà ce que fait un consulat. Et puis j'espère n'avoir oublié personne. Ce seront les deux structures, voilà, que nous aurons avec nous tout à l'heure. Merci à toutes et à tous et rendez-vous à 14h.